Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Pas d'accord européen sur l'avenir du glyphosate. Une nouvelle fois, les États membres n'ont pas réussi à trouver d'accord sur la durée de renouvellement de cet herbicide classé cancérogène par l'OMS, alors que sa licence arrive à expiration le 15 décembre. Le détail à suivre. La hausse de la CSG pour les retraités, mesure la plus controversée du budget de la sécurité sociale. Elle a été supprimée hier par les sénateurs, alors que la seule compensation envisagée par le gouvernement réside, selon la Commission, dans une exonération de taxes d'habitation dont tous ne bénéficieront pas. On en parle dans cette édition. La séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct sur Public Sénat dans 15 minutes. Parmi les thèmes abordés, les Paradise Papers, les menaces sur Charlie Hebdo ou encore la COP23. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on débute ce multiplex avec vous, Tam Tranui, en direct de la salle des conférences, avec votre première invitée aujourd'hui. C'est la ministre des Sports, Laura Flessel, c'est à vous. Laura Flessel, bonjour. Bonjour. Je voudrais que l'on parle d'un sujet qui fait vraiment l'actualité. C'est votre proposition, votre demande de faire chanter la Marseillaise lors des championnats de France. Quel est l'objectif? Alors, c'est de mettre la Marseillaise, c'est pas chanter. C'est le sport, ce n'est pas que de la compétition. Le sport, c'est de la cohésion et c'est du savoir-vivre et du savoir-être. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Marseillaise, c'est toujours à gérer sous deux formes. Soit c'est pour valoriser un exploit sportif de haut niveau, soit par rapport gérer à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à des explosions, et donc du coup ça a des attraits gérés très durs. Donc l'idée de mettre du rituel sportif pour vous. En fait, c'est la culture du sport. C'est-à-dire qu'on est citoyen, on est patriote, on est républicain, on aime la Marseillaise, on aime la France, et il faut en fait rendre cette éducation très tôt. Donc l'objectif, c'est d'utiliser la Marseillaise au démarrage des compétitions nationales, pour nos tout petits comme les seniors. L'idée, c'est de vraiment être fiers et de montrer cette fierté tout au long de notre vie. Certains s'interrogent, sur la faisabilité, d'autres estiment que c'est un petit peu flou et ne savent pas s'il s'agit là d'une préconisation ou d'une proposition. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors que c'est une lettre qui a été signée aux fédérations, signée par le CPSF et le CNOSF. L'objectif, c'est que cette année, la Marseillaise soit entendue et qu'on soit, je dirais, debout, je dirais, au démarrage de la compétition. Tous les acteurs, les sportifs, les encadrants, les volontaires, les spectateurs, les membres de l'organisation pour être debout et fiers devant notre pays. Après, la compétition va démarrer. Et enfin, si c'est une compétition internationale, il y aura l'hymne si nous Français gagnent. L'idée, c'est de créer cet engouement autour de notre fierté et de notre hymne. Il y a un débat multicentenaire sur la Marseillaise, un chant guerrier, un chant trop patriotique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dirais que pendant 40 ans, j'ai pratiqué. Pendant 20 ans, j'étais sur les podiums, très fière d'avoir ce maillot bleu, blanc, rouge, très fière de chanter ou regarder parce qu'à l'intérieur ça vibre et d'écouter la Marseillaise. Il faut arrêter aujourd'hui, il faut innover. On est fiers d'être français, on est fiers et on le dit et on le chante. On va également pas dire un mot de votre budget que vous avez d'ailleurs présenté hier devant la commission, et c'est un budget plus important qu'il n'y paraissait, notamment parce qu'il y a eu les JO qui sont arrivés dans ce budget du ministère des Sports. Je vous dirais qu'il y a un budget en fait de transformation et d'innovation. On est solidaire au même titre que tous les autres ministères, on est solidaire par rapport à la dépense. En revanche, on a un objectif, c'est de réussir avec cette transformation, avec ce budget, sur la pratique partout et pour tous, et la pratique aussi de haut niveau. Notre budget, il a été fait d'échanges avec le ministère du budget et des finances. L'idée, c'est de construire, de co-construire, d'être respectueux d'un développement pour tous, partout, en se disant aussi qu'on a une opportunité dans ces temps d'organiser les Jeux. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être la ministre des Sports, et des sports olympiques et non olympiques. Merci beaucoup, Laura Flessel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Je vous le disais en titre, le feuilleton sans fin du glyphosate. Les pays de l'Union européenne n'ont toujours pas trouvé d'accord sur la prolongation de 5 ans de la licence de ce produit controversé. Julie Hulin. 10 ans, 5 ans, 7 ans, 3 ans, les chiffres divisent, tout le monde s'y perd et personne ne tombe d'accord. Le 15 décembre prochain, la licence d'exploitation du glyphosate arrivera à expiration.
La Commission européenne proposait un renouvellement de 5 ans et encore une fois, elle n'a pas obtenu la majorité qualifiée, c'est-à-dire le soutien de 16 des 28 États membres. Je ne suis pas du tout surpris qu'il n'y ait pas eu d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un débat, je dirais, absolument tronqué. Le problème n'est pas l'innocuité ou non de la molécule du glyphosate. C'est un débat sur un modèle de développement agricole. Les agriculteurs utilisent le glyphosate comme désherbant pour augmenter leur rendement. Depuis 2 ans, les rapports se succèdent et se contredisent sur la dangerosité du produit. Ce matin, si l'Allemagne s'est abstenue, la France a comme prévu défendu un renouvellement de 3 ans, soutenu par l'Italie, la Belgique ou encore l'Autriche. Nicolas Hulot se félicite de cette mobilisation et se dit fier que la France tienne bon. Un comité d'appel va être organisé dans les prochains jours. En cas de nouveau blocage, la décision reviendra alors à la Commission européenne, qui rejette pourtant l'idée d'assumer seule cette décision. En attendant, le glyphosate restera autorisé et peut-être encore pour un long moment. Après expiration de sa licence, il disposera d'un délai de grâce de 18 mois. Nous vous en parlions dès hier. Le Sénat a supprimé en commission la hausse de la CSG pour les retraités. Cette mesure a été votée à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les explications de Cécile Sixou. C'est l'une des mesures phares du budget de la Sécu, mais aussi l'une des plus controversées, l'augmentation de 1,7 point de la CSG pour les retraités. Hier en commission, les sénateurs l'ont rejeté à une large majorité, une manière de marquer leur opposition au gouvernement. C'est un point considérable, donc on a fait le nécessaire au niveau du PLFSS. Les retraités qui ne sont pas compensés par quoi que ce soit, tout le monde est compensé dans la hausse de la CSG, eux ne l'étaient pas. On profite du fait qu'ils ne sont pas compensés pour leur dire non, on ne vous met pas les 1,7 de CSG. Même Jean-Marie Van Larenberg, le rapporteur de la commission élu Modem et soutien d'Emmanuel Macron, n'en veut pas. Il me paraît très normal que les retraités soient traités de la même façon que les actifs. Les actifs sont compensés par la baisse des cotisations salariales, à la fois sur la maladie et sur le chômage. Donc il y a là des mesures, on le voit, qui ne sont pas très cohérentes. Et c'est au nom de la cohérence que, pour ma part, j'ai porté cet amendement demandant au gouvernement de revoir un peu sa copie. Pour les sénateurs En Marche, il s'agit d'un désaccord minime qui ne remet pas en cause la philosophie du projet de loi de finances. Pour nous, En Marche, nous considérons qu'il en va d'une forme de solidarité intergénérationnelle. Je pense que ce n'est pas un sujet polémique. Il est clair que tout le monde est d'accord, presque, pour dire qu'il faut bien revenir à l'équilibre des comptes sociaux. La hausse de la CSG pour les retraités devrait malgré tout être adoptée, car l'Assemblée nationale a le dernier mot. Merci. Des chiffres qui vont mettre un terme aux idées reçues, selon lesquelles les chômeurs touchent leurs allocations sans contrôle et sans rechercher activement un travail. Pour la première fois, une collecte nationale de données a été organisée par Pôle emploi. Et sur 269 000 inscrits inspectés, 14% ont été radiés. Flora Sauvage. Ce sont des chiffres que le gouvernement va examiner à la loupe. Selon le journal Les Échos, 270 000 contrôles ont été menés en 1 an et demi sur les personnes inscrites à Pôle emploi. Et parmi ces chômeurs, 14% ont été radiés car ils n'effectuaient pas de recherche active. Mais sur ces 14%, seuls 40% étaient encore indemnisés. Au Sénat, ces chiffres surprennent. C'est un chiffre important, mais même si ce chiffre est minoré par la suite par des analyses un peu plus fines, je pense que de toute façon, une position de fraudeur n'est pas supportable aux yeux de la collectivité et publique. Emmanuel Macron s'est engagé à multiplier par 5 les effectifs de contrôleurs en contrepartie du projet d'extension de l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires. Combien de fois j'ai entendu parler des faux chômeurs ? Il y a certainement des personnes qui fraudent ou qui utilisent les systèmes. Certainement que ça existe. Mais je veux mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de vrais chômeurs. Pour rappel, 86% des personnes contrôlées par Pôle emploi ont démontré qu'elles remplissaient bien leurs obligations. Et on continue les réactions à quelques minutes maintenant du début de la séance de questions d'actualité avec vous, Tam Tranui, et votre invité, le sénateur Jean-Marie Bockel. Oui, Jean-Marie Bockel, comment réagissez-vous aux propos d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui estime que la victoire militaire à l'égard de Daesh sera complète d'ici quelques mois ?
Je pense qu'il a raison et que nous y avons notre part et qu'en même temps, tout n'est pas fini pour autant, nous le savons bien. Nous savons que le risque terroriste restera élevé, que les régions subsahariennes, moyen-orientales qui nous entourent restent des régions où la problématique à la fois du radicalisme et du risque terroriste va continuer évidemment à exister. Donc d'une certaine manière, le combat continue, mais une victoire est une victoire. Vous allez d'ailleurs poser une question sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça s'inscrit également dans ce contexte ? Oui, dans la mesure où l'Arabie Saoudite s'engage de plus en plus à la fois vers la modernisation du pays, bien entendu, mais aussi vers une lutte plus engagée contre le terrorisme, contre également, ce qu'elle ne l'a été par le passé. Contre également les facteurs d'intégrisme radical dans son propre pays. Mais derrière, il y a des enjeux de stabilité dans la région et il faut que la France, et ça, ce sera peut-être aussi une mission pour Emmanuel Macron, joue pleinement son rôle de médiateur entre nos amis d'Arabie Saoudite, d'Iran, du Liban, sans oublier le Qatar. Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le retour des djihadistes français. Il estime qu'il faut que cela soit traité au cas par cas. Qu'en pensez-vous ? Là aussi, on ne peut que partager son point de vue. Je veux dire, on a une tradition humaniste française. Quand on voit des enfants qui sont là, qui sont français, on ne peut pas évidemment dire personne ne rentre. Mais d'un autre côté, on n'a pas non plus à être naïf et on n'a pas non plus à sous-estimer le risque potentiel, quoi qu'ils disent aujourd'hui, que représente un certain nombre, je dirais, de survivants de cette terrible guerre où ces gens-là se sont comportés de manière très dangereuse. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Examen en séance ce matin au Sénat du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022. L'État, vous le savez, prévoit un contrat avec les 300 plus grandes collectivités territoriales pour baisser leurs dépenses de fonctionnement de 13 milliards d'euros sur 4 ans. Un effort beaucoup trop élevé pour les sénateurs. Écoutez cette passe d'armes entre le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et le sénateur Husson. Nous pensons que cette contractualisation qui demanderait aux élus de ces très grands territoires de ne pas dépenser plus de 1,2% de leur masse de fonctionnement l'année d'avant est de nature à garantir les 13 milliards de non-dépenses qu'évoque le président de la République, qui ne sont pas 13 milliards de baisse de dotation. Le calcul de la Commission des finances aboutit ainsi à un montant non pas de 13 milliards d'euros, mais de 21 milliards d'efforts d'économies demandés aux collectivités. Ce qui rend, vous en conviendrez, l'addition beaucoup plus amère. Monsieur le ministre, permettez-moi d'ailleurs de vous dire que se targuer auprès des élus de ne pas baisser les dotations s'apparente d'une certaine manière à une belle opération de mystification, ce que d'aucuns traduisent parfois par de l'enfumage. Et on retourne salle des conférences pour une autre réaction avec vous. Tam Tranui et le sénateur RDSE Jean-Marc Gabouty. Oui, Jean-Marc Gabouty, où en est cette réflexion autour de la question du harcèlement au Sénat? C'est un sujet dont on parle aujourd'hui beaucoup pour l'école, mais il en est aussi question autour des collaborateurs parlementaires. Écoutez, c'est quelque chose qui était déconnecté de l'actualité, puisque c'est un travail qui a été engagé par le Sénat et la vice-présidente, Madame Cartron, qui exerçait ses fonctions jusqu'au dernier renouvellement, jusqu'au mois de septembre, qui était engagée en début d'année et qui était plutôt un harcèlement moral par rapport aux conditions de travail pour faire le point au sein du Sénat et puis établir une charte, avoir effectivement un comité d'écoute sur ces sujets dans la mesure où des problèmes peuvent se poser parce qu'il y a au total 348 sénateurs, mais il y a plus de 900 collaborateurs. Et donc c'est une démarche qui n'est pas liée à l'actualité, qui a déjà été engagée. Moi je m'en suis fait le rapport. Peut-être lié à une autre actualité, le harcèlement d'un point de vue plus global, notamment harcèlement sexuel, etc., a été au cœur de l'actualité pour le coup. Au niveau, ça a été remis en lumière à cause d'événements récents, mais c'était quelque chose, disons, qui était plus une réflexion de fond sur les conditions de travail, avec les possibilités de harcèlement, donc de faire en la matière de la prévention, d'essayer de promouvoir des bonnes pratiques. Et puis, si jamais il y avait des cas avérés de dérapage, avoir un dispositif à la fois d'alerte et d'information, éventuellement de sanctions.
Merci beaucoup Jean-Marc Gabuti d'avoir répondu à mes questions. Nous entendons la cloche sonner et la séance devrait donc débuter d'un instant à l'autre. Merci beaucoup Tam. Et justement, on va retrouver Saveria Rojek en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Saveria, quel est l'ordre du jour de cette séance de questions d'actualité au gouvernement? Eh bien tout d'abord Delphine, les Paradise Papers qui n'en finissent pas de secouer l'actualité avec une question du centriste, Philippe Bonnecarrère, sur précisément l'harmonisation fiscale européenne. Et puis une autre question toujours sur les Paradise Papers d'Eliane Assassi pour le groupe communiste. Une question également pour un ministre décidément sous le feu de l'actualité ces derniers jours, Nicolas Hulot, une question sur la COP23 alors que les sénateurs socialistes, vous le savez, ont voté contre le texte mettant fin aux hydrocarbures. Un texte selon eux vidé de sa substance et surtout, on le sait, Nicolas Hulot est revenu sur l'engagement de réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique à 50% d'ici 2025. Autre question, autre sujet d'actualité, les menaces sur Charlie Hebdo avec une question de Laurence Rossignol. Charlie Hebdo de nouveau violemment menacé depuis sa couverture sur l'islamologue Tariq Ramadan. Une question également sur les menaces et sur l'antisémitisme. Voilà, Gérard Larcher qui vient d'arriver derrière moi. Je pense que la séance va débuter d'ici quelques instants maintenant. Merci à vous, Saveria. Effectivement, on va bientôt prendre la direction de la séance pour écouter cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Et on se retrouve juste après. Gouvernement, nous sommes retransmis en direct sur France 3, Public Sénat, sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, comme à chaque fois, je vous rappelle, au respect des uns des autres et au respect du temps. La parole est à notre collègue Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Ministre, nous savons tous que le changement climatique est un enjeu majeur pour votre ministère. Dans le bassin Adour-Garonne, qui est certainement le plus exposé au réchauffement climatique, le manque d'eau pour remplir les débits d'objectifs des rivières est de 220 millions de mètres cubes aujourd'hui. En 2050, il sera plus d'1 milliard. C'est 50% d'eau en moins dans les rivières l'été. Ceci va rapidement entraîner des difficultés d'alimentation en eau potable de qualité et par conséquent une incapacité des agences à remplir l'objectif de bon état des eaux en 2027, prévu dans le cadre de la DCE. Des travaux importants d'investissement ont été engagés pour traiter les rejets dans les rivières et les nappes. Il reste encore à traiter à la source les pollutions diffuses qui sont encore très impactantes. Les nouvelles orientations des agences de l'eau vont dans la bonne direction car l'eau et la biodiversité sont intimement liées. Il n'est cependant pas envisageable de leur octroyer de nouveaux objectifs et dans le même temps leur baisser les moyens financiers de 25%. Il faut agir pour préserver la qualité des cours d'eau et maintenir un niveau de débit minimum, sinon la préservation de la biodiversité sera rendue impossible, l'alimentation en eau potable ne pourra être assurée pour tous et l'impact des pénuries d'eau pour les activités économiques des territoires ruraux sera conséquent. Il est prévu une ponction de 200 millions d'euros dans la trésorerie des agences de l'eau et il faut savoir que les budgets sont pluriannuels sur 6 ans. La trésorerie sera nécessaire au financement des projets dans les prochains mois et les agences vont se retrouver dès 2019 dans l'incapacité de financer les investissements et respecter leurs engagements. Aussi, Monsieur le Ministre, les décisions en cours dans le cadre du PLF 2018 ne seront-elles pas irréversibles pour la préservation qualitative et quantitative de l'eau en France ainsi que pour la préservation de la biodiversité? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, Madame Brune Poirson, Madame la Ministre. Pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Carrère, l'eau est une ressource essentielle, comme vous le savez, qui est très menacée par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la France connaît actuellement une période de sécheresse très rude. En plein cœur de l'automne, comme nous le sommes actuellement, on compte encore 23 départements qui sont en restriction grave et il y a encore 39 arrêtés qui sont en cours pour répondre à cette crise. Cette situation fait que nous devons rentrer dans une nouvelle logique qui est celle de l'adaptation au changement climatique. Ça suppose de repenser les usages de l'eau et notamment un meilleur équilibre entre les agriculteurs, les industriels mais aussi les particuliers. La France est un modèle de l'eau en matière, un modèle de gestion de l'eau
qui est unique au monde et performant, notamment grâce au travail des élus que vous connaissez très bien et aussi grâce au travail des agences de l'eau. Et ces agences, elles disposent d'un budget qui est important, qui est de plus de 12,6 milliards d'euros sur 6 ans et qui est comparable aux exercices précédents, aux 2 exercices précédents. Cela nécessite aussi une évolution des méthodes de travail des agences de l'eau. Et tous ceux qui travaillent aussi dans le secteur doivent voir leurs pratiques et leur façon de travailler qui doivent évoluer. Et c'est pour ça que le gouvernement fera des propositions de méthodes dès le premier semestre 2018. Ces ressources préservées et à la hauteur des enjeux doivent être mobilisées pour apporter de l'eau potable aux Français, permettre à l'économie et à l'agriculture d'intégrer ces nouveaux paramètres climatiques en faisant évoluer les modèles et les pratiques, mais aussi protéger l'eau, protéger sa qualité et la biodiversité qui en dépend fortement. La biodiversité aquatique est au cœur de nos territoires et c'est un indicateur de bonne qualité de l'eau. Nous devons nous battre pour la maintenir. C'est aussi une solution face au changement climatique. Et c'est aussi un enjeu qui est absolument au cœur des priorités de notre ministère. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous avez la parole Madame la Présidente. Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur votre action contre l'évasion fiscale. Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il est temps d'agir. Le constat est là. Les marchés financiers ont pris le pouvoir. C'était l'objectif premier de la mondialisation financière. L'optimisation fiscale, c'est le vol organisé de centaines de milliards, fruit du travail de l'humanité, détourné de l'économie réelle. Alors que l'austérité est la règle, le système organise l'enrichissement indécent de quelques privilégiés. 455 milliards sont mis à l'abri de l'impôt à Jersey en Europe. Les jets privés se reposent sur l'île de Man. Les yachts défiscalisés voguent tranquillement autour de Malte. Sommes-nous dans des îles paradisiaques sous les tropiques? Non, nous sommes en Europe, Monsieur le Premier ministre. Pays-Bas, Luxembourg, Autriche et d'autres sont des îlots de tranquillité fiscale au sein même d'une entité que vous êtes censé diriger. Mais ce n'est pas vous qui dirigez puisque ce sont les marchés qui sont aux manettes. Je pense qu'il faut agir vite car c'est la démocratie qui est en jeu lorsqu'un tel pillage s'amplifie avec le consentement des gouvernements. On nous dit que tout cela est légal, la bonne affaire. Pourquoi alors tant d'opacité? L'impunité doit cesser pour que des sanctions puissent être engagées contre les individus identifiés qui pratiquent l'évasion fiscale. Allez-vous enfin faire sauter le verrou de Bercy, ce mécanisme qui protège ces financiers voyous? Allez-vous demander des sanctions, des vraies, contre les États qui en Europe organisent l'évasion fiscale? Allez-vous enfin, Monsieur le Premier ministre, soutenir la proposition pour la tenue d'une COP fiscale dans les plus brefs délais? Pour répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Édouard Philippe, vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, je ne partage pas tous les termes que vous utilisez dans la question que vous posez, mais je vous rejoins volontiers sur 3 points différents. Sur 3 points. Le premier, c'est que nous ne pouvons pas accepter la fraude fiscale. Que la fraude fiscale remet en cause, aussi sûrement que ceux qui contournaient les obligations au service national lorsqu'ils existaient, aussi sûrement le pacte républicain. Et donc nous ne devons pas l'accepter. Et nous devons lutter contre la fraude fiscale, j'en suis convaincu. Je vous rejoins sur le point qui tient à ce que, pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, nous devons mettre en place une coopération internationale. Et je vous rejoins sur le point sur lequel, pour être efficace, nous devons avoir les instruments nationaux au service d'une coopération internationale. Une volonté, une administration compétente, une coopération internationale. Je crois, Madame la Présidente, que nous avons cette volonté, que nous avons cette administration et que nous mettons en œuvre cette coopération internationale. Et je voudrais vous en donner quelques illustrations.
s'agissant de la volonté, la France est le pays qui, après la publication des Panama Papers, qui était le premier épisode, si j'ose dire, de ces révélations, a déclenché le plus grand nombre de contrôles. Si l'on compare aux autres États, c'est la France qui a déclenché le plus grand nombre de contrôles et le plus grand nombre de demandes de renseignements. Sur les instruments, nous avons une administration, l'administration fiscale, dont je veux souligner la compétence, dont je veux souligner la très grande compétence et le très grand souci d'être à la fois dans le contrôle et dans le respect de la loi. Vous me direz, c'est bien la moindre des choses pour une administration, c'est vrai, mais j'y insiste. L'administration fiscale n'est pas une justicière. Elle ne doit pas dénoncer l'immoralité. Elle doit faire respecter la loi fiscale, toute la loi fiscale, mais rien que la loi fiscale. Et cette administration est compétente. Et nous contribuons à lui donner de plus en plus d'instruments, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics. Nous veillons à ce que les moyens soient donnés à l'administration fiscale pour qu'elle puisse remplir sa mission. C'est le sens de toute une série de mesures qui a été prise récemment, et notamment la fermeture à la fin de l'année du bureau qui avait été ouvert pour permettre les rapatriements. Vous voyez parfaitement ce dont il s'agit. Et puis, troisième point, la coopération internationale. Et là encore, la France est engagée en matière de coopération internationale pour lutter contre la fraude fiscale. J'en veux pour preuve les initiatives prises en 2012 dans le cadre du G20 et de l'OCDE. J'en veux pour preuve l'élaboration de la norme de 2014 dans le cadre de l'OCDE, norme internationale d'échange d'informations. J'en veux encore pour preuve les initiatives prises par la France plus récemment pour mettre en place un cadre fiscal adapté aux géants du numérique. Cette coopération internationale, elle doit se poursuivre. Nous y sommes déterminés. Vous avez évoqué un certain nombre d'instruments pour mettre en œuvre cette coopération internationale. En réalité, elle existe déjà et elle s'inscrit dans le cadre de l'OCDE. Je pense que c'est le bon cadre. Faut-il aller plus loin? Sans doute. Faut-il faire preuve d'encore plus de volonté? Sans doute. Et encore une fois, je veux le dire, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que la loi fiscale soit respectée. La loi. C'est de faire en sorte que ceux qui veulent enfreindre la loi ou aller tutoyer sa limite en passant du mauvais côté soient sanctionnés. Mais ça n'est pas autre chose que cela. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, merci, en Monsieur quelques le Président, secondes. très rapidement. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, tout le monde sait. Donc vous nous dites votre volonté, mais au-delà de la volonté, il faut des actes, et c'est ce que nous attendons de vous. Merci, Madame la Présidente. La parole est maintenant à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, de nouveau, si tant est que ça ait cessé un jour, le journal Charlie Hebdo est victime de menaces et d'attaques, aussi bien à l'égard de sa rédaction que dans son esprit. Ces menaces sont physiques à l'encontre des journalistes, elles sont aussi idéologiques. Alors que Charlie Hebdo n'épargne aucun intégrisme, qu'il se réclame du Coran, de la Torah ou de la Bible. Alors que Charlie Hebdo traite avec la même férocité les prêtres pédophiles et les prédicateurs prédateurs, la même injonction au silence, le même procès en soi-disant islamophobie se poursuit. Comme après la publication des caricatures danoises, on entend les mêmes phrases. Charlie en fait trop, Charlie provoque, Charlie ne respecte rien. Je ne suis pas Charlie, revendiquait après la tuerie de janvier 2015 ceux qui considéraient que par leurs excès, somme toute, les journalistes de Charlie l'avaient peut-être un peu cherché. Face à la confusion, nous devons réaffirmer que plus que jamais, nous sommes Charlie, nous restons toujours Charlie. Nous devons répéter que la France ne tolère ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni la misogynie, ni l'homophobie. Et nous devons rappeler aux intellectuels égarés que combattre le fanatisme islamiste est la première responsabilité que nous ayons à l'égard des musulmans de France. Et nous devons aussi rappeler que le plus intolérable des amalgames est celui qui, au prétexte de les défendre, assimile les musulmans aux islamistes. Monsieur le Premier ministre, vos prédécesseurs, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, avec le président François Hollande, ont inscrit la laïcité dans le combat moderne de la République. Comment entendez-vous poursuivre cette action et mobiliser les Français contre la haine, contre l'antisémitisme et contre l'obscurantisme? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, si j'osais, je vous dirais que je ne sais pas si je suis Charlie. Mais je sais que je suis français et je sais que je suis républicain, au sens le plus noble du terme. Comme vous, Madame la sénatrice. Et parce que je suis français, parce que je suis profondément attaché à la République, je suis profondément attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai eu l'occasion de lire déjà, mais je le refais avec plaisir car on ne la lit jamais assez, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Nous sommes, parce que nous sommes attachés à la République, libres de penser, libres de nous exprimer, libres de publier et libres de caricaturer. Et Charlie Hebdo s'est fait une spécialité de la caricature. Vous avez dit, Madame la sénatrice, à juste titre, que cet hebdomadaire satirique était féroce. Il l'est, avec tout le monde. De ce point de vue-là, personne n'est épargné. On peut ne pas trouver drôles les caricatures publiées dans cet hebdomadaire satirique. On peut les trouver parfois savoureuses, mais on peut ne pas les trouver drôles. On peut même les trouver choquantes. Il m'arrive de les trouver choquantes. Mais elles sont des caricatures, elles sont donc l'expression d'une liberté fondamentale. Et il faut défendre cette liberté. Il faut la défendre à tout prix. Les journalistes, les caricaturistes, les personnels qui travaillent à Charlie Hebdo ont payé un tribut très lourd à ce droit à caricaturer. Vous étiez peut-être, Madame la sénatrice, sans doute, je ne vois pas ce qu'il y a d'insultant à appeler Madame la sénatrice, vous étiez sans doute, Madame la sénatrice, comme moi, comme beaucoup d'autres Français, dans ces manifestations où un très grand nombre d'anonymes ont manifesté cette solidarité puissante et cette volonté puissante du peuple français de ne jamais se résigner, de ne jamais accepter. Aujourd'hui, ces menaces recommencent. Des mesures de protection extrêmement fermes et extrêmement importantes ont été prises pour préserver la sécurité des lieux et des personnes qui concourent à la publication de cet hebdomadaire satirique. Elles sont d'ailleurs prises depuis longtemps, comme vous le savez. Au-delà de ces mesures de protection, je voudrais insister sur un point, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec Madame la garde des Sceaux, et je pense que c'est indispensable. Non seulement nous devons être fermes face à ces menaces, mais nous ne devons pas accepter l'impunité ou la prétendue impunité qui se cacherait derrière l'anonymat que permet trop souvent l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis frappé, comme vous, du nombre de ces menaces, de ces insultes qui sont publiées sur les réseaux sociaux par ceux qui font toujours preuve d'un courage considérable en se cachant derrière des pseudonymes, pensant qu'ils ne seront jamais démasqués, pensant qu'ils peuvent donc dire tout ce qu'ils voudraient. Il faut combattre cet anonymat et il faut, c'est pas tellement l'anonymat qu'il faut combattre, mais il faut combattre l'expression de ces menaces. Nous y sommes déterminés et je veux dire avec vous, Madame la sénatrice, combien je suis attaché à la liberté d'expression, combien elle est consubstantielle de ce que nous sommes, qu'elle est un élément de la démocratie, un élément de la République et que nous devons tous ensemble, dans la lignée de ce qui a été engagé précédemment. Vous avez cité le Premier ministre Manuel Valls. Je lui rends bien volontiers hommage. Vous avez cité l'action de Bernard Cazeneuve, je lui rends bien volontiers hommage. Vous auriez pu citer l'action du président Nicolas Sarkozy, je lui rends bien volontiers hommage. Nous nous sommes tous engagés en la matière et nous devons tous ensemble, sans polémique, tous ensemble continuer à nous engager en ce domaine, sans aucune faiblesse, avec beaucoup de détermination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Madame Rossignol. La parole est maintenant à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants. Vous vouliez répondre, pardonnez-moi. Je vous avais fait signe, mais je n'avais pas vu votre réponse. Simplement pour dire à Monsieur le Premier ministre que pour ma part, je n'ai aucune hésitation, justement parce que je suis républicaine et française, à dire que je suis Charlie et que les caricatures de Charlie sont indispensables à la liberté d'opinion en France. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 2 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur le financement de la recherche sur les cancers pédiatriques. Avec 2500 nouveaux cas diagnostiqués et 500 décès chaque année, le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Malgré le plan cancer 2014-2019, seuls 3% des budgets annuels consacrés au cancer sont alloués à la recherche en oncologie pédiatrique. Les chercheurs passent plus de 50% de leur temps à trouver des fonds et les associations ne peuvent pas tout. Sans engagement de l'État, aucune chance de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et donc de développer des traitements adaptés à l'enfant. Pour la première fois, la Sécurité sociale va financer un traitement contre une leucémie aux États-Unis à hauteur de 390 000 € qui offre 90% de chances de réussite. En France, seuls sont traités, on propose aux jeunes, les soins palliatifs. À ce jour, aucun gouvernement n'a voulu s'engager. Récemment encore, un amendement d'un député de La République En Marche de la Commission des Finances affectant à la recherche l'excédent de 20 millions d'euros de la contribution de solidarité sur les billets d'avion a été refusé. Que le gouvernement ne souhaite pas investir ces 20 millions dans la recherche sur le cancer pédiatrique, soit, mais qu'il s'engage alors, soit sur une manière de le financer. On ne peut plus tolérer qu'un enfant souffrant d'une leucémie ou d'un cancer soit obligé d'aller aux États-Unis pour avoir une chance de guérir. Merci. Madame, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fouché, vous parlez de 2 sujets qui n'ont rien à voir. Le premier sujet est celui de la recherche sur les cancers pédiatriques. La recherche sur les cancers pédiatriques était une des priorités du plan cancer 2014-2019 que j'ai rédigé. Nous avons investi 10% de l'ensemble des budgets de recherche sur la recherche sur les cancers pédiatriques et nous avons notamment eu les essais cliniques les plus innovants au monde qui ont pu être négociés avec les industriels sur la base du séquençage du génome de tous les enfants atteints de tumeurs, réfractaires ou en rechute, qui est l'essai eSmart, qui est maintenant déployé sur l'ensemble de la communauté européenne. J'ai, autour de cet essai clinique, réussi à agréger la totalité des Big Pharma internationales pour qu'elles nous donnent les médicaments les plus innovants pour que les enfants français y accèdent bien avant l'ensemble des pays du monde. Ensuite, vous parlez d'un médicament extrêmement cher, les CAR-T-cells, qui ont été déployés, qui sont un médicament de thérapie cellulaire et génique. Ce médicament vient d'avoir l'autorisation de mise sur le marché par la FDA américaine. Il est en cours d'examen par l'EMA, c'est-à-dire l'Agence du médicament européenne. Il sera évidemment accessible en Europe dès qu'il aura l'autorisation de mise sur le marché. Et une fois qu'il a l'autorisation de mise sur le marché, son prix sera négocié. Aucun enfant français nécessitant un CAR-T-cell dans le cas d'une leucémie aiguë réfractaire n'échappera à la chance de la guérison pour des raisons budgétaires et je m'y engage aujourd'hui devant la communauté nationale. Nous avons anticipé évidemment les coûts que représenteraient ces traitements et la prise en charge particulière de ces enfants. Par ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui d'impossibilité pour les enfants d'accéder à ces traitements qui peuvent rentrer dans des essais cliniques américains et ces essais peuvent être, ou en tous les cas les transports de ces enfants et les prises en charge peuvent être assurés par la solidarité nationale, par la sécurité sociale en tant que de besoin. Donc ne mélangeons pas les sujets. Monsieur le sénateur, aujourd'hui tout est fait en France et j'en fais ma priorité pour qu'aucun enfant français n'ait une perte de chance quand il souffre d'un cancer. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Monsieur Fouché. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. Mais effectivement, il y a toujours 500 enfants qui continuent à mourir. Je pense, vous ne me l'avez pas dit de quelle manière vous alliez financer, mais vous pouvez prendre l'euro, notamment sur les paquets de cigarettes qui existent. Et ensuite, il y a à peu près une quarantaine d'associations
qui ont souhaité la création d'un fonds de recherche, notamment EVA, avec 200 000 signataires de la pétition, et puis Laurette Fugain. Donc je dis qu'il y a des gens qui sont très soucieux, et je souhaite effectivement que les engagements que vous avez évoqués soient pris, parce qu'il y a encore beaucoup de retard dans notre pays. C'est pour cette raison que les jeunes vont aux États-Unis. C'est fait, Monsieur le Président. Bien, merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Rapin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'aurais souhaité ne plus jamais évoquer ce que je vais évoquer. J'aurais pourquoi pas aimé prendre ce micro pour vous dire que la ville de Calais et son agglomération avaient retrouvé le calme et la sérénité. Mais malheureusement, je m'exprime aujourd'hui pour vous dire qu'il y a encore des problèmes sur ce territoire. Oui, les moyens ont été mis pour démanteler la lande en octobre 2016, à la demande de Xavier Bertrand et de Natacha Bouchard. Oui, les moyens sont mis pour protéger le tunnel sous la Manche, ainsi que le terminal portuaire. Et je peux saluer ici le travail des forces de l'ordre attachées à ces missions et celui des services déconcentrés de l'État. Mais un événement grave survenu la semaine dernière nous fait penser que rien n'est fini, que la sécurité des Calaisiens, plus que jamais, doit être préservée. Et bien sûr, c'est avec émotion que nous pensons à la victime. Il est de mon devoir de parlementaire de rappeler au gouvernement avec force qu'il ne faut pas se reposer sur ce que l'on croit acquis. Madame la ministre, Madame Bouchard, maire de Calais, a demandé encore du soutien. Comptez-vous lui accorder? Et quelles mesures de fond comptez-vous mettre en place pour que des migrants qui attendent l'Eldorado britannique ne stagnent plus sur les terres calaisiennes, mais aussi pour que ce phénomène ne s'étende pas, comme c'est le cas actuellement, sur toute la façade Manche-Mer du Nord, avec les communes en particulier de Ouistreham et de Caen qui nous ont alertés. Bien, pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-François Rapin, vous avez rappelé la situation de Calais et fait allusion au tragique acte de viol qui s'est produit la semaine dernière. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma compassion à la victime et à ses proches. Ce viol appelle à une action toujours plus résolue de l'État en matière de lutte contre la criminalité. Vous savez, vous l'avez rappelé, qu'il y a une nombreuse présence policière et de gendarmes à Calais, en permanence 1100 gendarmes et policiers. Cette implication forte ne résout pas tous les problèmes, la preuve, mais nous essayons de lutter sur tous les fronts. Tout d'abord en améliorant le contrôle et la sécurité sur la frontière. C'est un point qui doit faire l'objet d'abord, enfin, pas d'abord, qui doit faire l'objet d'ailleurs d'une coopération étroite avec les Britanniques, car la question de la charge des accords du Touquet reste ouverte. Le ministre de l'Intérieur se rendra à Londres prochainement pour en parler avec Madame Rudd, son homologue britannique. Deuxièmement, il faut lutter avec vigilance et une vigilance accrue contre les passeurs qui s'enrichissent en manipulant les espoirs des migrants. Les démantèlements des filières s'accroissent et je tiens à dire que ces agissements seront sévèrement punis. Nous devons enfin offrir aux migrants que nous dissuadons de passer en Angleterre des possibilités d'accéder à un hébergement digne. C'est ce que nous faisons avec les CAES déployés dans les Hauts-de-France qui permettent d'héberger les personnes et d'examiner leur situation. Alors oui, monsieur le sénateur, nous comptons tout faire pour aider Calais, y compris par des soutiens financiers qui sont déjà engagés, comme vous le savez, et qui seront pérennisés sur Calais pour essayer d'aider au maximum cette ville qui a besoin effectivement de revivre et de sérénité. Merci Madame la Ministre. Monsieur Rapin. Merci de votre réponse, Madame la Ministre, dont je perçois le fond. Mais dans les requêtes de Madame Bouchard, il y en a une qui a été faite tout à fait récemment au Président de la République, en lui demandant de venir se rendre sur le site de Calais
Calais est à quelques encablures du Touquet. Je pense qu'en une demi-heure par l'autoroute, ça doit pouvoir se faire. Et je pense que ce serait un geste fort dont je vous dis ici publiquement que je le saluerai. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Oui. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Le président de la République et le gouvernement ont engagé une action réformatrice et veulent aussi une Europe qui protège. Nos concitoyens et leurs élus sont choqués après les Panama Papers par le contenu des Paradise Papers. L'évasion fiscale, même à travers des schémas dits légaux ou optimisés, comme la fraude, sape la démocratie. Nous ne doutons pas de la volonté d'action du gouvernement et, Monsieur le Premier ministre, vous venez de l'exprimer avec force il y a quelques minutes à travers 3 grands points. Pour nous, ce n'est pas un sujet franco-français. C'est un défi à l'Europe et la réponse doit être européenne. Le passage de la règle de l'unanimité à celle de la majorité s'impose pour la prise de décision fiscale au niveau européen. C'est à notre sens la clé de la convergence fiscale, d'une meilleure transparence, d'un assainissement de pratiques inacceptables. Comment, avec quelle méthode, avec quel partenaire, à quel échéancier pouvez-vous nous confirmer l'engagement du gouvernement et, à l'exemple de son implication sur la révision de la directive sur les salariés détachés que nous avons tous en tête, celui du président de la République pour réformer la règle européenne et convaincre les autres pays européens. Merci. La parole est à Christophe Castaner. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonnecarrère. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous remercier d'avoir donné acte, notamment aux propos du Premier ministre, et la détermination qui doit tous nous rassembler, quelle que soit la présence dans cet hémicycle et le lieu de présence dans cet hémicycle, contre la lutte contre la fraude et contre le détournement fiscal. Je crois qu'il faut aussi donner acte au gouvernement précédent, sous l'autorité de François Hollande, qui avait sur ces sujets aussi mobilisé activement la diplomatie française et européenne pour lutter contre ces sujets, y compris dans la question de moralisation. Mais vous savez, Mesdames, Messieurs, je crois que sur ce sujet, il ne faut pas chercher à faire polémique, il faut chercher à être efficace. Et être efficace, et Monsieur Bonnecarrère, vous l'avez posé au bon niveau, c'est agir non pas à l'échelle seulement franco-française, mais c'est rechercher systématiquement le bon échelon, et le bon échelon, c'est l'échelon européen. Vous avez raison, Monsieur le Sénateur, et le Président de la République, dans son discours du 26 septembre dernier à la Sorbonne, a rappelé justement ces exigences-là, ces exigences qui doivent toutes nous mobiliser. Et les récentes révélations, mais en réalité, ce système organisé d'optimisation fiscale qui, quelquefois, peut avoir un paravent légal, nécessite effectivement d'interroger sur la molarité et la fierté de payer ses impôts en France quand on est chef d'entreprise, quand on est acteur, quand on est citoyen, tout simplement. Mais trouver le bon niveau d'intervention, c'est celui qui a conduit le ministre de l'économie et des finances à réattirer la volonté de la France de progresser vers des mesures effectives et ambitieuses, et il l'a fait lors du dernier ECOFIN. C'est aussi dans cet esprit qu'il a agi et qu'il mobilise actuellement l'ensemble des pays européens pour taxer de façon efficace ceux qui génèrent du profit dans l'activité numérique. Et nous savons aussi les incidents que cela porte. Et je crois qu'il est nécessaire que la France et que nous soyons tous mobilisés, quelles que soient nos origines politiques ou nos appartenances politiques, que nous soyons mobilisés autour de ces 2 propositions de modification de la directive qui a été présentée à la Commission en 2016 pour concrétiser le projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, pour éviter justement cette fraude. Et afin de favoriser leur bon aboutissement, la France et l'Allemagne ont acté ainsi de travailler ensemble. Et enfin, vous avez raison, Monsieur le Sénateur, il est nécessaire, compte tenu de ces dimensions-là, d'amplifier notre effort et d'aller vers le principe du passage à la majorité qualifiée, qui est nécessaire pour une politique qui comporte et qui sait s'adapter à ces influences et à ces systèmes qui détournent l'essence même de la fiscalité qui doit nous rassembler tous. Au-delà de la conviction européenne partagée, autorisez-moi une demande, associer mieux et plus le Parlement
au travail de lutte contre l'évasion fiscale. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Patricia Schillinger pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole. Merci. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, vous avez lancé officiellement cette semaine la consultation publique en ligne sur la stratégie nationale de santé. Cette stratégie constituera le cadre de la politique menée par le gouvernement en matière de santé pour les 5 prochaines années, avec pour thème prioritaire la prévention, la qualité et la pertinence des soins, l'innovation et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. À la croisée de ces priorités, la prise en charge de la dépendance est aujourd'hui une question cruciale en termes de santé et de solidarité. Outre les personnes âgées, en perte d'autonomie et leurs familles, tout un secteur s'inquiète pour l'avenir, notamment les personnels des EHPAD et ceux de l'aide à domicile, épuisés et à la limite du burn-out, et qui sont en demande de reconnaissance, y compris salariale. Un grand chantier est devant nous, Madame la Ministre. En 2050, la population de plus de 65 ans aura doublé et les dépenses pour la prise en charge de la dépendance pourraient doubler en part de PIB. Madame la Ministre, au-delà du grand plan que vous avez initié pour la création de 4 500 places supplémentaires en EHPAD, quelle orientation le gouvernement souhaite-t-il prendre pour aborder résolument le chantier prioritaire de la prévention et de la prise en charge de la perte d'autonomie? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Buzyn. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Schillinger, vous avez raison. Je tiens à saluer devant vous le formidable travail des personnels des EHPAD aujourd'hui, qui sont effectivement, chacun à leur niveau, extrêmement engagés pour soutenir nos personnes âgées et qui donnent leur place tout entière à l'humanité au sein de ces établissements. Vous avez également raison. Aujourd'hui, il y a 1,5 million de personnes âgées de plus de 85 ans. Il y en aura 4 millions en 2050 et nous devons donc réfléchir sur le moyen et long terme à la place donnée à la dépendance dans notre société. Concernant les personnels des EHPAD d'abord, la loi d'adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015 a mis en œuvre un plan des métiers de l'autonomie qui a pour but de rendre les métiers de ce secteur plus attractifs et d'offrir aux salariés des perspectives de carrière et un véritable parcours professionnel. Concernant leurs conditions de travail et la qualité de vie au travail, j'ai lancé une mission portant sur la qualité de vie au travail afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions possibles leur mission au chevet des personnes âgées. Par ailleurs, vous l'avez dit, nous avons travaillé sur la part de la dépendance et des soins au sein des EHPAD et nous avons augmenté de 100 millions d'euros dans le PLFSS 2018 la part destinée aux soins pour l'année prochaine de façon à aider les établissements à s'organiser. Nous avons également créé des postes d'infirmières de nuit. Nous créons des places d'hébergement en EHPAD, 4 500, plus de 1 500 places d'hébergement temporaire. Mais il faut réfléchir à l'avenir. Et sur le long terme, j'ai demandé au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, ainsi qu'au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, de réfléchir à ce que pourrait être la place de la dépendance dans notre société et les besoins en termes quantitatifs et qualitatifs de prise en charge médico-sociale et sanitaire à l'horizon 2030. Cette mission est engagée depuis le mois dernier et j'attends leurs conclusions. Je vous remercie. Madame Schillinger. Madame la ministre est déterminée, je la remercie. Et puis, c'est vrai que les personnels et les familles sont en attente, mais rapide. Merci. La parole est à notre collègue Franck Menonville pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Elle concerne l'implantation dans le département de la Meuse du projet CIGEO, Centre de stockage géologique des déchets radioactifs à Villongue. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez parfaitement bien ce dossier. Le sénateur Namy, il y a quelques semaines, vous avez déjà interpellé sur ces problèmes d'ordre public et je tiens d'ailleurs à saluer votre engagement et votre efficacité dans le suivi de ce dossier. Le choix de l'implantation de ce centre dans le département de la Meuse, lors de ce choix,
effectivement, les perspectives de développement économique étaient radieuses. Après 3 années sans réunion, le comité de haut niveau, chargé du suivi de l'impulsion des actions d'accompagnement et de développement économique de notre territoire, qui regroupe donc l'ensemble des opérateurs, l'ANDRA, EDF, CEA et Areva, s'est réuni il y a bientôt 1 an et sans résultat probant. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'État s'était initialement engagé à programmer 2 réunions par an. Monsieur le Premier ministre, je constate aujourd'hui que les Meusiens sont désabusés compte tenu des promesses non tenues et du risque élevé de désaffection pour ce projet. Il est donc nécessaire de redonner des perspectives claires aux élus et aux acteurs de notre territoire. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous déterminé sur ce sujet aussi sensible à faire respecter les engagements de l'État sur ce dossier? Vous engagez-vous à faire réunir régulièrement le comité de haut niveau et surtout en exiger des résultats en matière d'emploi et de développement économique? Croyez-moi, Monsieur le Premier ministre, la situation devient critique et je compte sur vous et vous remercie pour votre engagement. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Menonville. Décidément, le nucléaire soulève des passions cette semaine. Pourtant, il est nécessaire d'en finir avec les passions sur ce sujet, car on ne peut pas justement laisser les passions et pas plus l'irrationnel guider nos choix énergétiques, surtout quand ils sont aussi déterminants que la question du nucléaire. C'est bien parce que cette industrie, qui d'ailleurs, je me permets de le dire, n'est pas aussi vertueuse que l'on voudrait bien le dire, et nous laisse un tragique héritage de déchets à très haute intensité de radioactivité et de durée de vie très longue, que nous devons poser cette question de comment, effectivement, nous allons les gérer, parce que cela me déplaise ou pas, ils sont là, donc il va bien falloir qu'on s'en occupe. Je veux placer ce débat à la hauteur des enjeux. C'est une question, et vous en avez conscience, de choix de société, une question éthique et morale, que celle de laisser des déchets enfouis ou gérés autrement à des générations futures dont nous ignorons tout. La France a fait le choix de l'enfouissement en site géologique profond, avec d'importants travaux de recherche et de longues discussions. Pour être très sincère avec vous, cette solution n'est pas entièrement satisfaisante, mais disons que c'est la moins mauvaise. Et pour vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il n'y a malheureusement pas de solution miracle à un problème aussi complexe. Mon choix sur la question des déchets, ça n'est en aucun cas celui de la brutalité. C'est pourquoi la concertation, le dialogue est la clé. L'autorisation du projet de CIGEO n'interviendra pas avant 2022, après une enquête publique, un avis des collectivités locales concernées, un avis du Parlement, un avis de la Commission nationale d'évaluation et bien entendu après une instruction conduite par l'autorité de sûreté nucléaire. Pour que ces procédures, qui sont pour moi essentielles, car je le répète, sur un choix de société, c'est à la société de décider, le gouvernement nommera un garant des procédures de concertation. Nous utiliserons toutes les structures de dialogue et de concertation. On écoutera tous les avis dans le cadre du respect des règles de l'État. D'ici là, je m'y engage. Nous travaillerons avec les collectivités, les acteurs locaux pour préparer le territoire à l'accueil de ce projet. Et je vous confirme donc que nous tiendrons un comité de haut niveau d'ici la fin de l'année. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est maintenant à notre collègue Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, il y a 2 ans, la COP21 s'achevait sur un grand succès diplomatique, salué et reconnu par tous. Lundi s'est ouvert à Bonn la COP23 dans un contexte préoccupant, renforcé ces derniers jours par la publication de plusieurs rapports alarmistes. Aujourd'hui, le constat est suffisamment clair sur l'ampleur du réchauffement climatique et agir est désormais une urgence vitale quand on sait que 83,5 millions de réfugiés climatiques ont été recensés entre 2011 et 2014. La feuille de route tracée par l'accord de Paris sur le climat est simple, maintenir la hausse du mercure en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle, à défaut de quoi le scénario du pire se confirmerait par une hausse de 1 mètre des océans dès 2010, impactant des centaines de millions de personnes et une disparition de 30% de la biodiversité.
Pour l'éviter, les États signataires doivent respecter leur engagement et en premier lieu la France qui doit montrer l'exemple sur la scène internationale pour prolonger la dynamique de l'accord historique de Paris. Or, la contribution de notre pays, comme celle de nombreux autres signataires, malheureusement, est pour le moment insuffisante. Les instruments politiques pourtant existent, avec notamment la loi sur la transition énergétique votée en 2015 et le plan climat que vous avez présenté, Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le Ministre d'État, ma question est simple. Que comptez-vous mettre en œuvre pour garantir la juste contribution de la France au regard de ses engagements? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, Nicolas Hulot. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Berry-Débat. Effectivement, si on met 25 ans, comme on l'a mis pour partager le constat jusqu'à l'accord de Paris, pour mettre en œuvre l'accord de Paris, que ce soit ici ou dans notre pays, je ne vous fais pas de dessin, mais l'avenir ne sera pas très rose. Vous l'avez dit, la COP23 s'est ouverte lundi à Bonn, sous la présidence des îles Fidji. Ça n'est pas anodin, parce que c'est la première fois qu'un petit État insulaire préside une telle conférence. Et donc, de fait, cette COP est placée sous le signe de la solidarité aux victimes des dérèglements climatiques, pour lesquels la notion du temps n'est pas forcément la même que pour nous. Vous posez la question de la juste contribution de la France à cette négociation, pour laquelle nous avons une responsabilité particulière, car nous sommes, et vous l'avez rappelé, les gardiens de l'accord de Paris. Et donc nous devons, et j'ai été leur dire il y a peu de temps à Fidji, nous soutenons donc totalement la présidence fidjienne. Elle a fixé 3 priorités. La première priorité, c'est d'entamer les débats sur l'ambition, car vous avez raison, nous sommes encore très loin, ça a été rappelé par un ultime rapport, d'une trajectoire qui permettra de rester sous les 2 degrés centigrades. La France soutient Fidji et montre l'exemple, avec notamment effectivement complémentairement à la loi de la transition énergétique, l'annonce du plan climat qui a été faite cet été. Et on va faire plus, car nous avons rehaussé de 25% notre ambition de réduction des émissions pour viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Deuxième priorité, c'est la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est ce que je souhaite faire et que le gouvernement souhaite faire avec la loi pour interdire l'exploitation des hydrocarbures, que seulement certains ici ont soutenu, je permets quand même de le rappeler. Et c'est bien l'ambition que porte le gouvernement et sur laquelle nous avons besoin du courage de l'Assemblée et du Sénat. Troisième priorité de Fidji, c'est bien de répondre aux attentes des victimes de catastrophes climatiques. C'est un devoir d'humanité auquel nous ne pouvons pas nous soustraire, car nous n'avons pas le droit à l'indifférence et la France prendra toute sa part à la solidarité et à la justice climatique. Et le président de la République, d'ailleurs, a rappelé que notre contribution pour le climat se chiffrera à 5 milliards pour le climat en 2020, dont plus d'1 milliard dédié à protéger les populations les plus vulnérables. Donc je me rendrai à Bonn dès mardi prochain avec le président de la République pour soutenir ces objectifs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Jacques Panunzi pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'article 30 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a institué en Corse une nouvelle entité à statut particulier, la collectivité de Corse, qui sera portée sur les fonds baptismaux le 1er janvier 2018. Si en 82, 91 et 2002, l'évolution du statut de la Corse s'est faite par l'adoption de textes spécifiques à notre île, assortis de débats riches et variés, on nous a cette fois-ci imposé une réforme à marche forcée et au rabais par l'adoption d'un amendement à la loi NOTRe que le gouvernement, par la voix de Maryse Lebranchu, a souhaité solder rapidement, sans bénéfice de discussion ni de division, oserais-je dire, pour que les votes soient conformes dans les 2 assemblées. Dans l'urgence, le gouvernement s'était alors inscrit dans une démarche convergente avec celle des nationalistes, pour qui la priorité était de supprimer les conseils départementaux dans les plus brefs délais. Le reste important peu. Pourtant, quid de l'organisation des services, des personnels, de l'opérationnalité institutionnelle et surtout de la fiscalité et des moyens financiers? Contrairement aux réformes antérieures, l'avènement de la collectivité dite unique n'est pas assorti d'un soutien financier exceptionnel ou durable pour faire face aux contraintes nouvelles que génère toujours dans un premier temps la réforme. À côté des 12 autres régions françaises qui comptent toutes plusieurs millions d'habitants, la Corse ne peut pas rester à la traîne en matière d'équipement public et de modernisation, d'autant plus que le PUI institué pour rattraper le retard de notre île en matière d'infrastructures arrive à son terme. Le PIB insulaire s'élève à 8 milliards d'euros, le plus faible de l'ensemble des régions métropolitaines, quand celui de la région Centre-Val de Loire, l'avant-dernière région la plus pauvre, dispose d'un PIB de 69 milliards d'euros. Monsieur le Premier ministre, viscéralement attaché à l'épanouissement de la Corse au sein de la République,
Je forge l'espoir et même l'exigence que cette même République soit naturellement à l'écoute des territoires qui la constituent lorsqu'ils ont besoin d'elle pour avancer. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt à envisager un soutien financier pérenne de la collectivité de Corse pour permettre son opérationnalité d'une part, et d'autre part, seriez-vous prêt à accepter l'élaboration et l'adoption d'une loi spécifique à la Corse, s'inscrivant dans une démarche globale, tant statutaire qu'économique, qui puisse constituer le cadre optimal d'exercice des compétences attribuées et surtout le cadre optimal d'épanouissement de la Corse au sein de la République? La parole est à Madame la ministre auprès du ministre d'État. Il faut vraiment qu'on tienne le temps, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Jacques Panunzi, vous avez rappelé la mise en place de la collectivité unique au 1er janvier 2018, qui effectivement concerne la fusion des 2 départements et de la collectivité territoriale de Corse. D'ailleurs, les élections auront lieu le 3 et 10 décembre prochain en Corse. Je vais insister sur la question financière que vous avez posée, puisque, naturellement, comme vous le savez, il y a eu de nombreux échanges politiques puis techniques sur le sujet, et je voudrais m'appesantir sur 3 points. Tout d'abord, le calcul des dotations de fonctionnement, les DGF, qui, comme vous le savez, sera l'addition des 3 collectivités précédentes, à égalité. Deuxième point, la création, bien sûr, d'un mécanisme de garantie sur 3 ans des fonds de péréquation des départements, ce qui est, bien sûr, très important. Troisième point, en Corse, la dotation globale de décentralisation sera convertie en fraction de TVA comme les autres régions. Je précise que ces sommes seront bien sûr très importantes puisque la TVA, vous le savez, est un impôt extrêmement dynamique. Enfin, je ne peux pas ne pas citer aussi la dotation de continuité territoriale spécifique à la Corse qui bien sûr demeurera pour le secteur des transports. Merci, la ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Marie Bockel pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question au gouvernement porte sur la situation dans le Golfe qui nous interpelle, car elle concerne notre sécurité avec la lutte contre le terrorisme et notre économie, et pas seulement sur la question de nos approvisionnements énergétiques. Samedi dernier, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a lancé une purge sans précédent avec l'arrestation d'une 50aine de hautes personnalités, dont 11 princes, 4 ministres en exercice, déférés devant la justice pour corruption. Il s'agit bien sûr d'un enjeu interne de pouvoir et de modernisation du royaume, notamment pour la mutation de son économie, mais aussi les évolutions sociétales. Je pense aux droits des femmes, même s'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. C'est aussi un message au monde, à un moment où la guerre au Yémen s'enlise, où l'Iran est de retour sur la scène internationale. Les tensions sont croissantes entre les 2 puissances. Le tir samedi d'un missile sur l'aéroport de Riyad en provenance du Yémen en est une parfaite illustration. De même, la démission à Riyad du Premier ministre libanais Saad Hariri, chef d'un gouvernement qui inclut le Hezbollah, souligne cet antagonisme. Et je n'oublie pas, bien sûr, les tensions internes aux pays du Golfe avec le boycott du Qatar. Dans cet Orient compliqué, c'est le général de Gaulle qui disait « Je pars avec des idées simples dans l'Orient compliqué », où tout s'accélère. Quel rôle la France compte-t-elle jouer pour la paix du monde et la défense de nos intérêts? La France, amie de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Liban et de l'Iran, n'a-t-elle pas un rôle essentiel de médiation à jouer? Et je le dis à un moment où le président de la République est aux Émirats arabes unis et où il envisage, nous dit-on, de se rendre bientôt en Iran. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bockel. Si je n'avais effectivement qu'un seul mot de réponse, c'est celui du dialogue et la position de la France sur le sujet de tension que vous évoquez est évidemment
la position favorable au dialogue. Le président de la République, vous l'avez dit, il est accompagné par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et c'est pour ça que je le représente en vous répondant, et actuellement, pour l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi, présent sur ce territoire. Il a eu l'occasion de multiplier les échanges et il le fera encore pour rappeler à la nécessité du rassemblement. Il l'a fait hier avec les plus hautes autorités émiriennes avec lesquelles nous avons une relation de confiance. Mais vous avez raison, on est sur un moment de tension extrêmement forte. Permettez-moi d'évoquer 5 sujets. Le premier, la France a été extrêmement ferme dans sa condamnation, c'est le tir d'un missile balistique depuis le Yémen qui visait la capitale de l'Arabie saoudite. Cette situation n'est pas acceptable et évidemment il faut s'engager fortement pour empêcher tout renouvellement. Le deuxième élément, c'est la démission du Premier ministre libanais, M. Hariri. Il jouait un rôle majeur et cette démission ouvre une période d'incertitude. Il est essentiel que la France se tienne aux côtés du Liban et soutienne l'unité, la souveraineté et la stabilité de ce pays qui est un pays ami historiquement de la France avec lequel nous partageons beaucoup. Le troisième élément, ce sont les tensions internes au sein du Conseil de coopération du Golfe qui doivent très vite trouver une solution dans le cadre du dialogue entre ces pays, sans interférence extérieure. Et nous soutenons évidemment les efforts de médiation portés par le Koweït qui sont, à mon sens, ce qui permet d'incarner cette exigence de dialogue. Le quatrième élément, c'est au sujet de l'Iran. Nous estimons que celui-ci a jusqu'à présent respecté l'accord, tout comme d'ailleurs l'estime aussi l'AIEA et l'Union européenne, l'accord sur la dénucléarisation. Mais nous appelons l'Iran à continuer à respecter strictement ses engagements. Et le cinquième sujet, c'est qu'évidemment la France suit avec intérêt le mouvement de réforme profonde engagé en Arabie saoudite et souhaite soutenir la génération qui assume cette responsabilité incarnée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous sommes pleinement engagés dans cette région cruciale pour notre sécurité, pour notre économie, pour nos intérêts, comme pour ceux de l'Europe. Monsieur Bockel, quelques secondes. Une feuille de route claire et nous autres parlementaires qui sommes partie prenante à travers nos groupes d'amitié de la diplomatie parlementaire et notre commission des affaires étrangères, eh bien, nous nous y retrouvons pleinement. Il n'y a maintenant plus qu'à faire. Eh bien, maintenant, la parole est à monsieur Benoît Huré pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Au cours de ces dernières années, à plusieurs reprises à cette tribune, j'ai fait part de mon inquiétude sur l'avenir des départements. Malheureusement, cette inquiétude reste d'une grande actualité. En effet, concernant l'ensemble des départements, plusieurs travaux concomitants montrent combien leur situation financière est de plus en plus fragile. Transfert de plus de la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, diminution du produit de la taxe sur les conventions d'assurance, gonflement du reste à charge des allocations individuelles de solidarité, prise en charge de l'arrivée de mineurs non accompagnés de plus en plus nombreux. Ce sont autant de facteurs qui renforcent la tension budgétaire, faute de compensation juste et équitable de l'État et d'une meilleure péréquation. Pour une vingtaine de départements qui ont vu une forte augmentation du nombre de bénéficiaires de l'APA, mais aussi une part du nombre de personnes âgées percevant le RSA, d'autres, ces difficultés sont devenues si grandes qu'ils sont au bord de l'asphyxie. Au Congrès des départements de France, qui vient de se tenir à Marseille, Monsieur le Premier ministre a reconnu ces difficultés et a annoncé la mise en place d'un fonds d'urgence rendu absolument nécessaire pour établir les comptes des départements les plus en difficulté. C'est évidemment une bonne nouvelle qui constitue une bouffée d'oxygène à court terme, sans préjuger, Madame la Ministre, des réflexions qui vont s'ouvrir ou se poursuivre sur un financement pérenne des allocations individuelles de solidarité ou le financement de l'accueil des mineurs non accompagnés. Madame la Ministre, pourriez-vous nous en dire plus sur le montant de ce fonds qui était de 200 millions d'euros l'année passée, sur les départements éligibles et les modalités de répartition de ces sommes allouées? La parole est ministre, Madame Jacqueline Gourault, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Benoît Huré, nous connaissons tous la situation des départements que vous venez effectivement de rappeler. Les dépenses d'allocation individuelle de solidarité demeurent un facteur de rigidité, pour le dire simplement, pour l'ensemble des départements, avec d'ailleurs des situations plus graves pour certains d'entre eux. Une quinzaine d'entre eux présentent des taux d'épargne faibles, révélateurs d'une situation financière fragile. Vous avez rappelé également
la prise en charge des mineurs isolés, avec là aussi des différences, mais d'une manière générale, et malgré quelques signes d'amélioration tels que la remontée des taux d'épargne brute qui atteignent 11,8% en 2016, on sait que la situation des départements demeure très fragile. Je suis allée à Marseille, effectivement, au congrès des départements la veille du jour où était présent le Premier ministre, et je m'étais déjà exprimée pour dire que le gouvernement avait pleine conscience de ces difficultés, et le président de la République lui-même, ici même, le 17 juillet, l'avait dit lors de la conférence nationale. Hier, le Premier ministre a reçu à Matignon l'Association des départements de France. Il est évident que le gouvernement travaille en lien très étroit avec cette Assemblée des départements pour définir la forme et les contours que va prendre, je dis bien va prendre, le fonds d'aide aux départements en difficulté en 2017. Les négociations ne sont pas tout à fait terminées, ou les discussions plus exactement ne sont pas tout à fait terminées, donc je ne vais pas vous donner un chiffre précis à aller plus loin, mais soyez assurés, Monsieur le sénateur, que le gouvernement de la République sera présent aux côtés des départements. Monsieur Huré, quelques secondes. Ministre, votre réponse nous importe au plus haut point. Merci de cet engagement. Mais vous savez, dois-je le rappeler ici devant la représentation nationale, les départements, par les missions qu'ils assument pour le compte de l'État, c'est aussi l'unité républicaine qu'ils mettent en œuvre. La solidarité s'est inscrite dans nos gènes des différentes constitutions. Merci de nous aider à pouvoir continuer à le faire. La parole est à notre collègue Patricia Morhet-Richaud pour le groupe Les Républicains. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Le plan loup 2018-22, actuellement en cours de négociation, doit concilier, je cite, la cohabitation entre une espèce protégée, le Canis lupus, et l'élevage dans les départements où le prédateur est présent. Une concertation est actuellement organisée, dont les modalités ont été dénoncées par de nombreuses organisations agricoles, tant le parti pris en faveur du loup est avéré. Protégé au niveau européen par la Convention de Berne, le loup est une espèce prioritaire conformément à la directive Habitat et la France doit donc veiller à sa totale conservation. Compte tenu du nombre d'attaques en constante augmentation, peut-on encore s'interroger sur la viabilité du loup en France? Malgré des mesures de protection coûteuses et contraignantes, ces dommages sont les conséquences de l'inefficacité des dispositifs et doivent conduire à tout remettre à plat. Dans mon département des Hautes-Alpes, les alpages de haute montagne sont désertés, comme en zone centrale du parc national des Écrins, où les élus poussent d'un cri d'alarme. À vouloir fermer les yeux sur la prolifération du loup, c'est la biodiversité qui est en danger, c'est l'érosion qui menace les populations, ce sont les milieux qui se referment et les risques d'incendie qui augmentent. C'est le tourisme qui est compromis. C'est la pérennité du pastoralisme et de notre agriculture qui n'est plus assurée. Monsieur le ministre, merci de bien vouloir m'indiquer dans quel état d'esprit vous abordez le prochain plan loup et m'en préciser les mesures. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Stéphane Travert. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, il n'y a pas d'Iaka Faucon dans ce dossier depuis que nous l'avons pris à bras-le-corps dès notre arrivée aux responsabilités en mai dernier. Et je puis vous dire que sur ce sujet, nous entendons parfaitement la détresse des éleveurs et qu'avec mon collègue du ministère de l'Environnement, de la Transition énergétique et solidaire, eh bien, nous souhaitons porter un plan loup pluriannuel qui puisse à la fois protéger les éleveurs, entendre leur détresse, mais aussi respecter la biodiversité. Je suis attaché, Madame, comme vous, tout à fait,
à l'agropastoralisme et je sais ce qu'il porte dans les territoires en termes d'aménagement du territoire, en termes d'aménagement paysager. Et je sais que ce n'est que par la concertation que nous arriverons ensemble à faire en sorte que nous puissions avoir un plan pluriannuel qui puisse à la fois respecter la pression de la prédation, mais aussi respecter les engagements sur la biodiversité qui ont été pris par la France dans les années précédentes. Nous restons à la disposition, bien évidemment, des élus et nous en rencontrons régulièrement. Je me suis déplacé en Aveyron il y a quelques semaines de cela. J'ai pu constater, madame, de visu, la détresse des éleveurs qui connaissent la prédation du loup de manière très importante. Certains départements sont touchés de manière très accrue, le vôtre notamment, avec près de 110 attaques parfois par an. Et je crois que nous devons ici trouver les solutions qui nous permettront de répondre à la prédation en travaillant précisément sur la pression de la prédation qui s'inscrit sur les territoires. Et nous devons trouver les axes de travail avec les préfets, donner la main aux territoires pour permettre de résoudre ensemble l'ensemble de ces questions. Et nous sommes bien évidemment à l'écoute des territoires et nous souhaitons pouvoir trouver l'ensemble des solutions les plus pérennes. Et nous souhaitons aussi sortir d'une logique de ce débat public qui s'électrise à chaque fois que nous abordons ces questions. Retrouver de la cohérence, de la concertation et de la sérénité, c'est la méthode sur laquelle nous travaillons, madame la sénatrice. Madame Moret-Richaud, quelques secondes. En 2020, la population lupine pourrait concerner beaucoup plus de départements français. Si pour l'économie des territoires ruraux tournés vers l'élevage, la situation est déjà très préoccupante, la progression du loup dans les zones plus urbaines ne sera pas sans conséquences. Se posera aussi des problèmes de sécurité publique et les Français désigneront les responsables. Merci. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité. Les prochaines auront lieu le 14 novembre. Je vais suspendre la séance qui sera reprise à 16h15 sur la loi de programmation des finances publiques. Séance suspendue. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojac qui a suivi cette séance pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, quels sont les temps forts qui ont marqué la séance cet après-midi? Eh bien tout d'abord Delphine, les Paradise Papers avec une question d'Éliane Assassi. Les marchés financiers ont pris le pouvoir, ce sont 455 milliards d'euros qui sont mis à l'abri. Les yachts défiscalisés flottent autour de l'île de Malte. Il faut agir vite car c'est la démocratie qui est en jeu. L'impunité doit cesser. C'est donc la question d'Éliane Assassi pour le groupe communiste. Ce à quoi le Premier ministre Édouard Philippe lui a répondu que la France elle est pleinement engagée dans cette lutte. Christophe Castaner également interrogé, à lui rappeler que le bon échelon, c'est l'échelon européen pour lutter donc contre cette optimisation, cette évasion fiscale. Un autre sujet, les menaces contre Charlie Hebdo avec la question de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Plus que jamais, nous sommes Charlie, je suis français et je suis républicain, lui a répondu Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a été applaudi pour cette réponse. Nous sommes libres de penser, libres de publier, libres de caricaturer puisque nous sommes français. Ce sont donc les mots d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Et puis autre sujet important, la COP23 avec la question du socialiste Claude Bérit-Débat. Que comptez-vous mettre en œuvre pour respecter les engagements de la France, a interpellé le sénateur socialiste, il a interpellé le ministre Nicolas Hulot. Ce à quoi Nicolas Hulot lui a répondu, la France est engagée à consacrer 5 milliards d'euros pour le climat d'ici 2020. La France prendra toute sa part dans la solidarité et la justice climatique. Et puis, dernier sujet important, la situation dans le Golfe avec la question du centriste Jean-Marie Bockel sur la purge lancée par le prince héritier d'Arabie Saoudite. La France est favorable au dialogue, mais elle restera vigilante sur la situation générale dans les pays du Golfe. Voilà Delphine pour donc cette séance de questions d'actualité.
Merci à vous, Saveria. Et on va continuer les réactions politiques au Sénat avec vous, Tam Trinh. À vos côtés, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à l'occasion de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et oui, effectivement, c'est aujourd'hui la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Quels sont vos objectifs, monsieur le ministre? Quels sont vos objectifs justement pour lutter contre le harcèlement scolaire? Une plaie, on le sait, aujourd'hui dans le système scolaire français. D'abord, le sujet de harcèlement est un sujet extrêmement important. Ce n'est pas du tout un sujet marginal, puisqu'il touche au moins 10% des élèves. Et on sait que quand ça touche un élève, ça pollue littéralement la vie de cet enfant. Et donc c'est un sujet que toute la société française doit prendre très au sérieux. Ce n'est pas un sujet qui concerne seulement la victime et celui qui commet le harcèlement. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est pourquoi le thème cette année de la journée contre le harcèlement, c'est le thème du témoignage, le thème de l'implication de la part de tous quand un phénomène de ce type se produit, pour signaler le problème et renverser la logique. C'est-à-dire ce n'est pas la victime qui doit avoir honte, mais c'est celui qui harcèle. Le droit doit toujours s'accompagner d'une certaine force. La force doit être du côté du droit. Et c'est ce que nous faisons au travers d'une journée comme celle-ci. Mais ce n'est pas que la journée, ce n'est pas seulement une journée, c'est l'affaire de toute l'année, évidemment. On sait que c'est un sujet qui avait également largement préoccupé l'ancien gouvernement et l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. On sait aussi qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, c'est un sujet de plus en plus important à l'école, de plus en plus difficile aussi à gérer. Sujet, ça fait maintenant 8 ans qu'il y a une action continue menée par le ministère et on va l'approfondir, bien entendu. Nous l'approfondissons notamment en prenant en compte l'évolution d'Internet et les problèmes que ça pose en matière de cyberharcèlement. C'est par exemple les accords avec les réseaux sociaux pour qu'ils fassent cesser le harcèlement au travers des associations qui sont partenaires de l'éducation nationale et qui saisissent les réseaux sociaux quand cela se produit. C'est le numéro du ministère que tout le monde peut appeler, le 3020, pour signaler les problèmes. Et de façon générale, c'est la mobilisation de tous au travers de la formation des professeurs. Ce qui est à signaler aussi, c'est que Madame Brigitte Macron a décidé de se mobiliser aussi sur ce sujet. Nous ferons des visites d'établissement avec elle pour bien montrer que c'est un sujet, encore une fois, de mobilisation de toute la société française. Un dernier mot sur la réforme du bac. On entend déjà des bribes sur cette réforme. Que pouvez-vous nous en dire? Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette réforme? Et est-ce qu'on va vers plus ces filières que l'on connaît aujourd'hui, S, L, ES? Non, il n'y a absolument rien d'établi sur le point que vous dites. Par définition, une concertation commence, donc nous devons attendre qu'elle se termine pour avoir de premiers éléments. J'ai confié à M. Mathiot le fait de mener ces discussions. Nous en parlons évidemment lui et moi, mais c'est vers le début de l'année 2018 que l'on pourra dire des choses. Mais ce que vous venez de dire n'est absolument pas établi au moment où nous parlons. Nous devons d'abord écouter les très nombreux acteurs d'un tel sujet. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à nos questions en direct sur Public Sénat. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. On va continuer l'analyse et le décryptage de ces questions d'actualité au gouvernement avec mon invité sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Yves Daudigny. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de l'Aisne, secrétaire du Sénat. Vous êtes également vice-président de la Commission des affaires sociales. Cette Commission des affaires sociales, hier, qui, lors de l'examen du PLFSS en commission, a décidé de supprimer la taxe, la hausse de la CSG pour les retraités. Est-ce que vous avez soutenu cette proposition au sein de la commission ? Alors, le groupe socialiste que je représente soutiendra cette proposition et nous déposerons lors du débat dans l'hémicycle un amendement identique visant à donc supprimer l'alinéa qui augmente, s'il est appliqué, la CSG pour les retraités. Pourquoi avoir fait ce choix? C'était injuste selon vous? Les socialistes n'ont pas de problème avec la CSG. Elle a été créée par Michel Rocard, elle a été augmentée par différents premiers ministres de droite et de gauche, et en particulier par le gouvernement de Lionel Jospin, qui à l'époque a fait progresser le taux de 4,1 en diminuant les cotisations sociales de façon à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs salariés dans le secteur privé. Donc c'est le même type de raisonnement. Mais il y a deux différences entre ce qui s'est passé sous le gouvernement Jospin et ce qui est proposé aujourd'hui. La première différence, c'est que le gouvernement Jospin avait étudié les dispositifs pour que les personnes retraitées ne soient pas sanctionnées. Et l'augmentation de CSG à l'époque pour les retraités avait été intégralement et clairement compensée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et la deuxième différence, c'est le contexte politique. Au moment où, dans la loi de finances, le gouvernement va accorder des avantages en milliards
on les compte en milliards, aux familles qui sont les plus riches et les plus aisées de ce pays, il est difficile de demander la solidarité d'autres catégories de personnes. Alors, les personnes retraitées aujourd'hui, certainement, ne constituent plus la partie de notre société qui est la plus en difficulté par rapport à notre jeunesse, mais il est insensé de les considérer comme des personnes riches, de leur demander des efforts dans le même moment où le budget de l'État va abandonner des milliards de recettes au profit des familles qui sont les plus aisées. Alors on va continuer ce débat dans un instant, mais on repasse par la salle des conférences avec vous, Tam Tranu, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Oui, Christophe Castaner, hier il y a eu un dîner entre Édouard Philippe et Gérard Larcher sur des thématiques institutionnelles. Ce n'est pas la première fois que Gérard Larcher a également vu Emmanuel Macron au mois de septembre. Ça témoigne d'un bon climat pour faire aboutir des réformes institutionnelles, mais aussi la réforme constitutionnelle. Que le climat soit bon avec le président de la République ou avec le Premier ministre, c'est nécessaire. Mais dans le cas des relations entre Édouard Philippe, Emmanuel Macron et Gérard Larcher, c'est une évidence. Les hommes se connaissent bien, s'apprécient dans leur façon de travailler. Il n'empêche qu'on peut avoir des divergences. Le président du Sénat a rappelé un certain nombre de lignes rouges qu'il n'entendait pas voir franchir dans cette discussion. Notamment sur la question du non-cumul des mandats dans le temps, par exemple. Ça fait partie des éléments qu'il a rappelés publiquement. Je n'ai pas vocation à commenter le dîner qu'il y a eu hier, mais aujourd'hui, les choses se rapprochent. Je crois que le président du Sénat a su moderniser en profondeur le Sénat lui-même depuis quelques années. Et il sait aussi qu'il faut contribuer à cette modernisation de la vie politique et qu'il y a aujourd'hui des obstacles à retracer de la conscience avec nos concitoyens. Et donc, il a évidemment conscience de cela et je crois que cela se fait dans un bon esprit d'échange. Et en même temps, le Sénat qui ne cesse de détricoter les derniers textes présentés par le gouvernement. C'est ce qui a été le cas avec le projet de loi sur les hydrocarbures hier. Nicolas Hulot a dit sa déception. La semaine prochaine, eh bien, il y aura le débat sur le projet de loi de financement sur la sécurité sociale. De grosses modifications apportées par le Sénat sur la CSG. Là, le Sénat est aussi dans son rôle, un rôle politique d'une majorité différente de celle de l'Assemblée nationale et de celle du gouvernement. Et donc, du coup, il défend ses idées qui ne sont pas celles de la majorité, qui ne sont pas celles qui ont été choisies par les Français en élisant Emmanuel Macron et la majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, ce qui compte, c'est de savoir ce qui traduit le contrat présidentiel, le contrat qu'Emmanuel Macron a passé avec les Français le soir du second tour, qui a été signé à 20h. Et donc, c'est cela qui doit être le cœur de notre engagement. Ensuite, le Sénat peut être vigilant, peut modifier, peut améliorer, peut contester. C'est le principe même de notre dialogue démocratique. Mais il n'empêche que sur des sujets aussi fondamentaux que la réforme constitutionnelle, nous devons là dépasser largement les oppositions partisanes. Une toute dernière question, Christophe Castaner. Eh bien, est-ce que vous pouvez rester ministre et être à la tête de La République En Marche? Et sinon, qui pour vous remplacer comme porte-parole au gouvernement? Certains parlent de Benjamin Griveaux. Vous savez, là, la question de la composition gouvernementale, et c'est prévu dans la Constitution, relève du Premier ministre qui fait des propositions au Président de la République. Je suis ni l'un ni l'autre, et je n'aurai pas le joke de vous dire, hélas, mais n'étant ni l'un ni l'autre, je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là. Mais vous savez, je crois que l'engagement bénévole dans le combat politique, qui peut être le mien demain à la tête de La République En Marche, ne changera pas grand-chose de ce que je suis. Je suis un militant de ce dépassement politique, de ce dialogue, et de ce dialogue ici, en particulier avec le Sénat. Benjamin Griveaux, ça serait un bon porte-parole? Mais il a plein de qualités, Benjamin. Je chemine avec lui depuis longtemps. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent aspirer à cela et qui ont toute légitimité. Mais vous savez, à l'heure qu'il est, je pense que seul le président de la République et le Premier ministre ont pu avoir ces discussions si elles ont eu lieu. Et pour ma part, je n'y suis pas associé et c'est bien normal. Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Encore un peu de suspense donc pour connaître le remplaçant de Christophe Castaner. On continue ce débat avec Jean-Marie Vanlerenberghe qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur centriste du Pas-de-Calais. Vous êtes le rapporteur général ici au Sénat du budget de la sécurité sociale. Et face à vous, Yves Daudigny, sénateur socialiste de l'Aisne. On évoquait juste avant le Sénat qui a décidé hier de supprimer la hausse de la CSG pour les retraités. On a entendu Christophe Castaner dire finalement le Sénat est dans son rôle. Pourtant, vous, Jean-Marie Vanlerenberghe, vous aviez soutenu Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de la défiance vis-à-vis du gouvernement dans ce vote du Sénat? Bon, premièrement, le Sénat n'a pas pris position. C'est la Commission des affaires sociales qui a pris position. Et c'est mon amendement. Donc, non, j'essaye tout simplement d'être le porte-parole de la Commission des affaires sociales. Et à l'évidence, d'ailleurs Yves Daudigny vient de l'exprimer, la Commission des affaires sociales s'est exprimée très clairement en disant on ne touche pas aux retraités. Voilà.
Et tu l'as dit, fort bien dit, pour les raisons pour lesquelles, effectivement, il était difficile, délicat aujourd'hui, d'expliquer aux retraités qu'ils allaient devoir cotiser alors que d'autres sont exonérés. Bon, je rappelle que c'est plus compliqué que ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Il y a une bonne partie des retraités qui sont exonérés. Il y en a 40% qui sont exonérés de cette augmentation de CSG. Donc, néanmoins, c'est une décision qui a été prise. Le gouvernement serait bien fondé de la prendre en compte. Je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale nous suive. Mais il n'est pas anormal que le Sénat fasse entendre sa petite musique. Et sur ce point comme sur d'autres. Je crois qu'il y a toute légitimité pour le Sénat d'exprimer ce qu'il pense profondément à l'écoute des territoires, mais à l'écoute surtout des citoyens. Et les mesures d'exonération de taxes d'habitation, c'était une compensation, ça ne suffit pas, Yves Daudigny? Ce n'est pas du même domaine. Nous sommes, pour le groupe socialiste, très majoritairement, sinon unanimement, favorables à la suppression de la taxe d'habitation, qui est un impôt d'une grande injustice. Mais nous l'avons tous toujours dit, puisqu'il frappe sur l'immeuble, il ne frappe pas sur la composition de la famille, il ne tient pas compte des revenus. Et une personne âgée avec peu de revenus qui occupe une grande maison familiale va payer une taxe d'habitation qui est élevée, avant éventuellement un dégrèvement. Donc nous sommes favorables à cette mesure. D'une façon générale, pour les socialistes, il n'y a pas de regard tout blanc ou tout noir sur l'ensemble de la proposition de loi de financement. Nous essayons de juger en fonction de nos valeurs, et en particulier d'une valeur qui me paraît essentielle en cette période, qui est le besoin de justice sociale et de lutte contre les inégalités. Et la mesure qui est proposée, si on y revient concernant la CSG, n'est pas une mesure qui va dans le sens du traitement des inégalités, bien au contraire. Et quid des fonctionnaires, Jean-Marie Van Renberg? Je veux dire, je reviens sur la CSG. On peut débattre à l'infini de l'équité, de l'injustice de cette mesure. J'ai entendu tout à l'heure Yves Daudigny dire que dans le même temps, on favorise les plus riches. Je veux dire, nous aurons à en débattre d'ailleurs dans le cadre du PLF. Je dis, on peut avoir une lecture différente. Je veux dire, ne pas surtaxer. J'imagine, vous n'avez pas du tout la même lecture. Non, ne pas surtaxer l'économie productive. Moi, je suis pour. Je dis qu'on a tout intérêt à favoriser l'investissement productif. Or, l'ISF va un peu à l'encontre de cela, notamment dans la transmission des petites entreprises. Il faut écouter aussi ce discours. Moi, je n'étais pas particulièrement acharné, comme d'autres, à la suppression de l'ISF. Je dis simplement, je trouvais que c'était intelligent, effectivement, de distinguer ce qui était le patrimoine des rentiers, il faut le dire ce qui est, et on l'est tous un tout petit peu d'ailleurs, quand on a un bien, et notamment une résidence principale, qui est en partie exonérée d'ailleurs, et puis l'économie productive, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez, il faut nuancer, je pense, j'appelle Yves Daudigny, qui en général est très nuancé, à nous entendre un petit peu sur ce point-là. Je vais vous donner la parole, Yves Daudigny, mais vous savez, c'est le principe de cette émission. On retrouve pour une dernière réaction le Tam Tra Nuit en direct de la salle des conférences avec le président de la Commission des Affaires étrangères, le sénateur Christian Cambon. Christian Cambon, comment réagissez-vous à ces propos d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui estime que la victoire militaire totale contre Daesh, c'est pour dans quelques mois? Écoutez, d'abord, c'est une réaction de satisfaction si, comme je le crois, les informations du président de la République lui permettent de conclure à cette situation. Pourquoi? Parce que je n'oublie pas que dans cette région du monde, se sont organisés les pires attentats qui ont pu être commis, y compris chez nous. C'est à Raqqa qu'a été conçu et organisé l'attentat du Bataclan. Et donc, quelque part, en mémoire de toutes celles et ceux qui ont péri dans cet endroit, je pense que c'est une bonne chose d'en avoir fini avec ces terroristes. Ceci posé, mais je pense que c'est bien présent dans les... Le problème n'est pas résolu pour autant. Oui, je pense que le président de la République est tout à fait lucide et parfaitement informé. Le terrorisme... Et la revue stratégique qui vient d'être publiée l'a bien démontré. Le terrorisme maintenant frappe sur tous les continents. On parle assez peu de ce qui se passe par exemple en Asie, en Indonésie, dans toute cette région du monde. Et donc je crois qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Et rien ne serait plus dangereux que d'imaginer qu'on en a fini sous prétexte que territorialement on en vient à bout.
que faire des djihadistes quand ils sont de retour en France. Emmanuel Macron a dit que là, il y avait vraiment, c'était du cas par cas. Oui, c'est du cas par cas parce que bien évidemment se pose immédiatement le problème à dimension humaine des enfants et des petits-enfants. Vous n'êtes pas sur la ligne de Laurent Vauquier qui prône l'enfermement pour tous dès qu'ils arrivent. Oui, enfin, on ne va pas enfermer des enfants de 4 ans. Donc je pense que. Or, il y a des enfants petits. La télévision a rapporté une famille. Bon, ceci posé, bien évidemment, ces terroristes doivent être interceptés, neutralisés et jugés avec toute la sévérité que leur égarement doit entraîner. Et je suis bien évidemment pour que l'application de la loi soit la plus stricte. Merci beaucoup, Christian Cambon, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. On continue le débat avec vous, Yves Daudigny. Visiblement, la théorie du ruissellement, comme la souhaite Emmanuel Macron, l'impact positif des premiers de cordée sur toute l'économie française, vous n'y croyez pas? Alors moi, je n'aime pas beaucoup l'image du premier de cordée, qui laisserait croire que c'est une élite qui va tirer l'ensemble de la population. J'habite un département où il y a malheureusement beaucoup de familles en difficulté, beaucoup de familles qui cumulent des handicaps de toute nature. Je ne crois pas que ces personnes qui ont besoin de leur dignité soient en mesure demain de créer des start-up, soient en mesure demain de s'intégrer dans une économie moderne. Mais je ne voudrais pas que ceci soit interprété comme une opposition entre la protection sociale et la nécessité de donner la meilleure compétitivité à notre activité économique. Je soutiens le CICE. Alors, pas tous les socialistes, mais moi je soutiens le CICE. Je soutiendrai, c'est l'article 8 qui va transformer le crédit d'impôt en diminution de cotisations sociales. Bien sûr qu'il faut regarder notre compétitivité, bien sûr qu'il faut aider notre industrie, mais il faut avant tout aussi sauvegarder la cohésion nationale sur les bases de solidarité et sur les bases de compréhension et de justice sociale. Et là, l'ensemble de mesures ne respectent pas cette nécessité de justice sociale. Jean-Marie Van Lerenberg, il a du mal à se départir de cette image, de cette étiquette de président des riches, Emmanuel Macron? Je pense qu'il ne mérite pas du tout cette étiquette. C'est aussi très clivant, mais on cède bien volontiers aux images. Alors peut-être que effectivement. Est-ce qu'on n'est que dans les symboles? Il y a quand même des mesures très concrètes qui sont votées. Mais bien sûr, par exemple, il y a plein de mesures, notamment la hausse des minima sociaux, notamment le minimum vieillesse, par exemple, puisqu'on parlait effectivement des retraités les plus démunis. Sont parfaitement aujourd'hui pris en compte. Vous avez effectivement une préoccupation pour justement les Français qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, les plus fragiles. Je crois qu'on pourrait multiplier comme ça les exemples à l'infini. On aura l'occasion d'en débattre. Alors pourquoi on dit que c'est le président des riches selon vous? Uniquement sur cette mesure de suppression de la moitié de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, et je le précise, pour l'économie productive. Pour l'économie, c'est-à-dire celle qui peut créer la richesse. Et qu'on surtaxait. Parce que je rappelle quand même qu'on dit ces gens échappent à l'impôt pour partie. Et je suis effectivement, on vient d'en débattre en question d'actualité, l'évasion fiscale, tout le monde la condamne. Le problème, c'est de savoir comment on s'y attaque. Et je crois que si on s'y attaque tout seul avec nos petits bras, on n'y arrivera pas. C'est un problème européen. Si réellement on arrive à une harmonisation fiscale, et le président Macron s'y est vraiment engagé, et je crois que pour une fois, pour la première fois depuis très longtemps, on a un président de la République qui croit en l'Europe. Et je pense qu'on va y arriver si on est tous unis, si notamment tous les Français se sentent réellement mobilisés pour faire aboutir effectivement ce plan d'harmonisation fiscale, sans quoi nous n'arriverons pas effectivement à combattre les Google, les Apple, les Amazon qui aujourd'hui défiscalisent à souhait. Vous lui faites confiance, vous, à Emmanuel Macron, pour prendre ce problème d'évasion, d'optimisation fiscale à bras-le-corps, Yves Daudigny? Visiblement, il a beaucoup d'autorité. Il est très déterminé. Il applique le programme sur lequel il a été élu. On ne peut pas le lui reprocher, même si on n'est pas obligatoirement en phase avec les modalités. Cette lutte-là est essentielle aujourd'hui, dans le sens où, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans l'hémicycle, aujourd'hui nous savons. Donc les paroles ne suffisent plus, il faut agir. Moi, je ne lui fais pas de procès d'intention et je veux bien lui accorder une confiance tout à fait raisonnable pour qu'il mène ce combat. Je voudrais ajouter, pour revenir sur la question des symboles, il n'y a pas que l'ISF.
il y a aussi la taxation des revenus du capital, dont vous savez, alors peut-être que c'était exagéré, qu'elle pouvait aller jusqu'à 65% donc, des profits qui viennent soit du patrimoine, soit des placements. Et donc la taxe qui va être mise en place va limiter à 30%. Ça sera l'objet certainement d'un de vos combats CSG. Au Sénat. Donc oui. on a là encore une mesure qui va dans le sens de ceux qui sont les plus défavorisés. Alors, merci Daudigny, merci Jean-Marie Van der Herenberg. C'est pas des défavorisés. On vous retrouve lundi dans l'hémicycle pour le débat. On vous retrouve pour le débat dans l'hémicycle lundi sur ce PLFSS. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Certains y voient un Eldorado du ballon rond. Beaucoup arrivent d'Afrique et espèrent un premier contrat. Ça fait 1 an et quelques que je me prépare ce voyage. J'ai emprunté un de mes amis là-bas. Parce que le billet, c'était trop cher. Quand je serai quelqu'un de haut niveau, je vais rembourser les gens que j'ai endettés. L'équipe des dessous de la mondialisation a enquêté dans plusieurs clubs de football de Thaïlande. L'Eldorado se transforme vite en enfer pour la plupart des joueurs. Si tu n'as pas le visa, l'immigration te prend pour te mettre en prison, je ne sais pas combien de temps, avant de te rapatrier. Les dessous de la mondialisation, samedi à 21h30 sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Je suis un président de l'Assemblée nationale à plein temps. Moi, je suis un homme de droite, j'ai pas changé de conviction avec l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai zéro patrimoine. Je ne possède rien. Je pense que le vivier d'emploi se trouve justement dans la transformation de notre économie. On est là aux racines du mal, en quelque sorte. Nous n'avons pris aucun retard. Simplement, nous marchons à notre rythme. Question d'info présentée par Frédéric Aziza en partenariat avec l'AFP Le Monde et France Info, ce soir à 20h30.